C'est ça, donc c'est une presse que je fais en 1 heure d'habitude, donc 20 minutes, ça va être court. Respirez bien, ça va être dense. Donc, je vais vous parler effectivement d'un sujet qui me tient à cœur effectivement particulièrement, c'est la partie information épique du PMU qu'on a totalement refondu. Mais d'abord, un tout petit peu de PMU pour comprendre pourquoi on a été obligé de faire ça. C'est pas juste un bar tabac, effectivement, c'est finalement une course toutes les 17 minutes en France. Ça, on le sait peu. Le PMU, c'est un opérateur de jeu qui a une activité assez dense. C'est 17 000 courses par an, réparties sur 14 000 points de vente en France et en ligne. Donc là, c'est pareil, une activité assez diversifiée, donc assez dense sur le maillage français. Mais c'est aussi 4,7 millions de paris par jour, ce qui nous positionne finalement en presque e-commerçant dans le top 5 des acteurs français. Et c'est aussi, ça on le sait peut-être un petit peu moins, une activité dans le sport, dans le poker, et aussi, et ça c'est important pour la suite, une activité assez conséquente à l'international. Donc finalement, plusieurs marchés, du B2C, du B2B et du B2B2C. Ça c'est pour la petite intro. Et finalement, ce projet, il est né d'une idée. On est quand même normalement on est le PMU, on est normalement le leader européen, le 3e mondial. On se devait d'avoir donc le meilleur système d'information épique mondial pour pouvoir exposer cette donnée à nos partenaires, français et internationaux. Et finalement, un truc qui était intéressant, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un cheval? Vaste question qui nous a tenus en haleine quand même pendant quasiment 6 mois. À savoir, il n'y a rien de plus un cheval qui reconnaît un autre cheval, enfin qui ressemble à un autre cheval. Et en plus de ça, dans le milieu hippique, il y a un truc qui est assez atypique, c'est que les noms sont choisis par les éleveurs. Je donne un exemple assez particulier qui est par exemple un cheval très connu, enfin très connu quand on joue, qui s'appelle Reddy-Cash. Son père peut s'appeler Reddy-Cash, son fils peut s'appeler Reddy-Cash. Dans la même année, les deux vont peut-être courir. Bon, ça c'est assez rare, mais ça pourrait arriver. Donc finalement, comment je sais que c'est l'un par rapport à l'autre, à quel moment de sa carrière, comment je vais suivre le truc. Comment je vais être sûr que d'ailleurs Reddy.cash en Allemagne, c'est le même que Reddy-Cash en France, avec un espace au milieu, sans faute d'orthographe, etc., etc., parce qu'évidemment, la normalisation existe, mais n'est jamais utilisée dans les pays. Donc ça, c'est quand même un truc important. Ensuite, il y a, donc là, il faut connaître un petit peu l'activité, ça je vous le montre assez rapidement, mais le PMU, c'est pas juste, il y a une course qui démarre, un papier qui sort quand je prends un pari, voilà. Ça démarre au début de l'année, avec un calendrier annuel des courses, qui est finalement fixe, tout un tas de validations internes, une mise en vente la veille, et puis finalement une activité qui s'intensifie, évidemment le jour J, avec le départ 3 minutes, le départ confirmé, l'arrivée provisoire, l'arrivée définitive, etc., etc. Et là, pour le coup, ça s'emballe. Il faut savoir qu'au PMU, finalement, l'instant le plus critique, c'est évidemment les 30 secondes avant le départ de la course. C'est là où les parieurs jouent le plus. Parce qu'évidemment, les cotes, on est sur du mutuel, donc les cotes sont recalculées à chaque fois, à chaque pari. Et finalement, il faut pouvoir distribuer ces informations en France et à l'international le plus vite possible, déjà pour des contraintes légales. Si j'envoie un départ, mais que j'autorise encore des paris pendant que le départ, c'est une fraude. Et si je mets trop de temps à distribuer l'information finale, ça veut dire que mes joueurs ne seront pas payés, ne pourront pas rejouer. Et donc tout sera évidemment crucial. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'information hippique. Effectivement, c'est l'aspect j'agrège la donnée et je dois la redistribuer avec la meilleure performance partout dans le monde et avec surtout la meilleure qualité de la donnée. Vous l'aurez compris, le critère principal d'une prise de pari, c'est évidemment la data. Bon, c'est la prise de pari en tant que telle, évidemment, mais sans data, pas de prise de pari. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour atteindre cet objectif? C'est simple. En fait, il suffisait de consommer toutes les courses du monde pour les agréger, les mettre en qualité et les réexposer. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on continue de faire, pour être précis. Je vais essayer de rentrer dans le détail, pas trop, vous me direz si je vais trop loin d'ailleurs, mais grosso modo, on a essayé déjà de ne pas réinventer la poudre et de partir sur un seul et unique système d'exposition de l'information hippique, déjà, pour nous-mêmes et pour les autres. On n'est jamais bien... Bon, j'ai plus l'expression, mais bref, il faut que la donnée soit bonne pour nous, donc pour les autres. Donc évidemment, c'est plus simple comme ça, avec 2 modes d'exposition. Le mode temps réel, donc exposer un Kafka sur Internet, par exemple, publiquement, et un canal API. Avec plusieurs volets, l'aspect évidemment de données référentielles, donc un cheval agrégé, un humain, un hippodrome, un éleveur, etc.
Une partie temps réel, hein, je vous l'ai dit, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, évidemment avec toute la donnée de qualité. Et puis une brique extrêmement importante au milieu qui est la couche de data management. Je vous l'ai dit, à un moment donné quand même, quand un cheval, on ne sait pas si c'est l'autre, il y a un minimum d'activité manuelle pour fusionner des chevaux, pour modifier quelques données, pour en recréer. Bref, une plateforme, on va dire, d'amélioration de la donnée, un petit back-office derrière pour améliorer tout ça. Avec un portail pour nos partenaires internationaux et pour nous-mêmes pour consommer et afficher cette donnée. À gauche, évidemment, je ne l'ai pas dit, 100 partenaires internationaux qu'on a pour consommer leurs données. On ne va pas se brancher à une centaine de sources, mais quasiment une cinquantaine, pour l'exposer à ces mêmes partenaires, et dont nous-mêmes, nous sommes aussi notre propre source. Évidemment, nous calculons nous-mêmes les rapports, nous les exposons donc, nous mettons la donnée en qualité nous-mêmes, nous la exposons, et finalement, le data management est lui-même une source de lui-même. Donc, c'est-à-dire on s'alimente nous-mêmes. C'est clair, c'est limpide, c'est facile. 3 petites briques. Si je démarre par la partie data, la même chose. On s'est dit, en fait, un cheval, ça ne court pas tous les jours quand même. Donc on n'a déjà pas besoin sur le volet data référentiel d'une très forte performance, au sens temps réel. En revanche, on a beaucoup de sources. Donc là, on est parti sur un data pipeline assez simple. J'enregistre les données brutes, je les nettoie, je les transforme, je regarde si tout ça est conforme, et je les publie dans mon référentiel pour que ce soit ensuite réutilisé par tout le monde. Réutilisé évidemment par la couche temps réel, sinon ça n'a aucun intérêt quand même. Le petit biais là-dedans, qui était assez complexe à gérer dans ce projet, en tout cas c'est ce que beaucoup nous ont dit aussi, c'est finalement d'avoir cette couche de modification de la donnée. Interférer dans un data pipeline d'amélioration de la donnée, tout en y incorporant des modifications. On pourrait dire que c'est facile, j'ai juste à publier une modification, certes, mais en cas de corruption de la donnée, il faut pouvoir revenir en arrière. Donc si j'ai fait une modif à un instant T, il faut que je revienne en arrière un instant avant, tout en remettant en avant le même ordre chronologique de gestion. Si j'ai fusionné un cheval, par définition, le cheval fusionné n'existe plus. Si j'ai supprimé un cheval, même chose, il n'existe plus. Si j'ai modifié l'ID du cheval, vous avez compris. Donc tout ça fait que les processus de résilience ont apporté une complexité énorme dans cette architecture qu'il fallait donc pouvoir adresser au fur et à mesure de l'implémentation. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'au bout pour être sûr d'avoir quand même un flow assez continu avec des capacités de retour arrière, de retour en avant, de modification de la donnée au fil de l'eau. Alors je ne l'ai pas dit, mais nous on s'appuie pas mal sur AWS. Donc on a joué la carte quand même, dès le départ, du FinOps. Donc on sait que les data pipelines, ça peut être assez consommateur. Nous on a fait le choix de s'appuyer sur Glue Jobs en mode serverless pour avoir une maîtrise totale du coût d'exécution. J'ai un lancement, j'ai un coût en face. Et de l'orchestrer avec Step Function. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau de détail vous voulez que j'aille, mais dans tous les cas, c'est un peu notre principe assez simple. Alors évidemment, cette boîte Glue Jobs, elle est éclatée en plein de jobs. C'est la partie infrastructure. Et derrière, on a donc cette couche d'exposition, REST API, qui elle a pour mission d'exposer cette donnée référentielle et la donnée qu'on appelle opérationnelle dans une seule unique API. Comme je le disais, si j'ai besoin d'avoir une fiche cheval ou une fiche course, je dois avoir la donnée de qualité référentielle, mais aussi toute la donnée opérationnelle, les cotes, est-ce qui court aujourd'hui, est-ce qui court demain, etc., etc. Donc on a évidemment cette couche de fusion d'informations qui est nécessaire pour les consommateurs. Je l'ai fait apparaître ici parce que c'était important. Cette boîte certificat, l'intérêt c'était d'avoir aussi une seule et unique manière de sécuriser la consommation des données pour nos partenaires. Donc là, on a fait le choix d'une authentification par certificat, ce qui impose au consommateur d'avoir un back-end chez lui pour mettre en place ce certificat et consommer ces données. C'était clairement une contrainte qu'on voulait de nos consommateurs pour être sûr qu'ils n'utilisent pas non plus notre API pour le mettre sur tous ces frontaux et qu'on n'ait plus de maîtrise sur ce qu'il en fait et de pouvoir révoquer le certificat le cas échéant si ça partait en sucette. Bon, parquet de file, iceberg maintenant pour l'aspect time series un peu plus efficiente. Et puis donc cette couche de data management extrêmement importante pour nous. Plusieurs sources de données, France, Norvège. Bon voilà, ça c'est finalement assez classique avec des listeners qui peuvent être de différentes natures, des lambda, des applications, tout un tas de trucs. L'intérêt c'était de découpler justement l'aspect consommateur d'interface de l'aspect data pipeline. Donc une approche FinOps dès le départ
pour que ça coûte le moins cher possible. Et puis arrive l'aspect un peu plus temps réel. Donc là, on retrouve finalement nos propres sources de données, en plus de celles d'avant, qui arrivent donc finalement là pour le coup en temps réel. Les rapports sont calculés, je suis large. Les rapports sont calculés effectivement en temps réel, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 4 millions de paris par jour, poussés sur un MSK de la même manière en serverless, enrichi, donc la donnée pour le coup elle est enrichie, tout simplement pour justement avoir à ce moment-là, alors à ce moment-là ou à l'étape d'après, une fusion ou une normalisation de la donnée. Comme je le disais, j'ai reçu un ready.cache. Moi, je vais exposer un ready espace cache parce que c'est ce que j'ai envie d'exposer et il faut que ça soit exposé de la même manière pour tout le monde. Donc on a l'aspect à ce moment-là, réconciliation des ID, enrichissement de la donnée, pour avoir dans le MSK à la fin, et c'est là où l'aspect international est important, comme on a plus d'une centaine de partenaires, et évidemment, moi j'ai un besoin particulier, donc ça on l'a multiplié par 100. Donc l'intérêt de faire cette brique d'enrichissement et de publication, c'était d'avoir donc plusieurs typologies de consommateurs. Des consommateurs qui veulent que des événements, donc là on envoie direct. Des consommateurs qui voulaient avoir des vues courses complètes, j'annule et remplace. Des consommateurs qui voulaient un peu les deux. Des consommateurs qui voulaient que uniquement les courses de quintet le samedi après-midi. Ne me demandez pas pourquoi, ça peut être aussi un business model. Donc là, cette capacité de publication finalement et d'enrichissement, elle a pour vocation à gérer la publication des messages à nos partenaires internationaux en fonction de leurs contrats et de leurs besoins. Je ne vais pas exposer à un partenaire des messages de l'hippodrome de Nantes s'il n'a pas évidemment souscrit aux données de l'hippodrome de Nantes, donc s'il ne l'a pas payé pour. À un moment donné, tout n'est pas gratuit. Et donc, cette brique-là, en temps réel, génère la multiplication des messages pour l'exposer à tous nos partenaires, à nos 100 partenaires. Donc là, on a une machine à topics qui fait des topics par partenaire et qui gère la publication. Avec, comme je le disais, ce portail en bas à droite, qui là pour le coup permet aux partenaires internationaux et uniquement internationaux de venir voir la donnée qu'ils ont achetée, de la voir d'une autre manière d'ailleurs, puisque certains souscrivent qu'au back-office. Et donc cette donnée, elle est consommée pour nous-mêmes, donc évidemment en cas de bug, en cas de problème, on le verra vite, puisqu'elle alimente également notre propre prise de pari. Si on fait un petit pas de recul sur la technique, même chose. On a essayé de se simplifier la vie, et là pour le coup, avec un peu plus de recul, on est passé par différentes phases. On est passé par, et c'est ce que je mets un petit peu en bas, au début on s'est dit tiens on a besoin d'une performance assez haute, du NoSQL, on va aller sur Dynamo. C'est chouette Dynamo. Donc ça c'était avant de l'utiliser. Et donc on a basculé sur du Aurora Postgre, puisque ça pour le coup c'est quand même assez facile à gérer, c'est extrêmement permissif, on peut faire du SQL et de l'hybride, donc nous on s'en sert pour faire de les deux d'ailleurs, donc de l'hybride. Et puis on a géré tout ce volet. Donc de la même manière, on a ces listeners qui mettent les données sur le S3, mais aussi sur le Kafka, on l'a vu, puisque c'est des événements un tout petit peu différents pour des besoins différents. Cette brique de data management, elle est là aussi, puisque la donnée, je peux la modifier sur le référentiel, mais aussi sur le temps réel. Je ne sais pas moi, finalement on s'est trompé sur l'heure de départ de la course, je dois en urgence la modifier, puisque je ne veux pas prendre de pari avant tel horaire. Donc on a également tout le traitement et la modification de cette donnée opérationnelle. La boîte d'enrichissement dont je parlais tout à l'heure, avec un stockage effectivement en base de données Aurora systématique. J'ai une course qui arrive, elle est modifiée, elle est enrichie, et d'ailleurs je peux déclencher d'autres traitements, puisque j'ai reçu un événement, par exemple, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais et désolé pour ça. J'ai reçu un événement non partant, donc un cheval qui n'est pas parti. Finalement, comme je le disais tout à l'heure, je vais avoir plusieurs types d'informations à envoyer. L'événement non partant en tant que tel, pour ceux qui ont souscrit aux événements. L'événement course, ma course a changé, donc je dois renvoyer tout l'objet course. L'événement programme, pour ceux qui ont souscrit au programme, donc je dois renvoyer l'objet programme des courses. Et donc là, j'ai une multitude d'informations un peu en CDC, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est pour ça que Dynamo c'était pratique au début finalement, mais on a réimplémenté finalement une couche de CDC nous-mêmes sur Postgre pour pouvoir, à chaque fois que j'ai un message qui arrive, je le modifie, je le republie sur le Kafka, il me revient, je le remodifie, etc., presque en boucle cyclique, pour à la fin l'exposer sur le MSK qu'on va dire public,
qui n'est pas vraiment public. Pour les partenaires, donc avec un topic par partenaire, par famille de données, l'information mutuelle, la météo, l'information presse, les pronostics, vraiment tout un tas d'informations. On ne présage pas du nombre d'informations qu'on peut exposer à nos partenaires internationaux pour prendre leur propre pari. Et donc le certificat dont je parlais tout à l'heure, il se retrouve ici. Donc avec l'API REST, le MSK lui aussi exposé par certificat, un peu moins large du coup. Et donc finalement, le partenaire, il a ce même backend pour consommer les API, les topics, effectivement ouvert sur Internet mais sécurisé par certificat, avec sa brique de gestion, et puis ce que j'ai appelé Customer Web Portal, c'est finalement on a joué le jeu aussi de la transparence. Donc on lui a ouvert tous nos contrats interface, donc tous nos Open API contracts, pour ceux à qui ça parle aussi, donc les Swagger Hub, enfin les Swagger sur Swagger Hub, les A5 API, etc. Donc en Rex, voilà, Dynamo c'était sympa, mais pas pour nous en tout cas. Et multiples sources. Bon, infra, as code, Terraform, machin, etc. J'en reviens pas dessus, c'est du commun. Kafka UI pour surveiller, donc ça aussi en petit tips que tout le monde connaît peut-être déjà, mais hyper pratique quand même. Et je ne l'ai pas dit, on a décidé de tout faire en Avro. Donc là pour le coup c'était aussi pour nous un gage de sérialisation, performance, d'envoi d'informations, désérialisé dans Kafka UI pour nous, mais aussi pour que les consommateurs puissent gérer eux-mêmes leur versionning. Extrêmement important. Sans partenaire, impossible de dire mardi après-midi on change de version de schéma. Donc là pour le coup, versionning des schémas obligatoires via Avro. On maintient 2-3 versions de schéma et on laisse le partenaire consommer sa version, enfin changer de version quand il est prêt à changer, finalement en fonction de ses besoins. Donc la complexité aussi pour nous évidemment à gérer, mais nécessaire dans ce business model. Ça va? Tranquille. Je voulais parler un petit peu de ça parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place donc, il y a 3 ans, donc dès le premier jour de dev, alors que c'était encore en, je ne sais pas si on peut appeler ça une bêta quand on parle de normes, mais A5 API, donc le pendant événementiel de Open API. Donc ça a été franchement, peut-être pas encore assez de recul sur le sujet finalement, même si ça fait 3 ans, mais dès le départ, on s'est dit il faut documenter nos contrats interface, puisqu'il faut quand même les présenter à nos consommateurs, avoir leur retour, hein, amélioration continue, donc ils voient nos contrats interface, il me manque tel champ, est-ce que je pourrais l'avoir? Oui, non, on a le droit de dire non. Via un outil de contribution aussi collaboratif, bon, même si ça se finissait par mail à la fin. Et même chose pour les contrats interface en OpenAPI. Donc là, on a vraiment un portail qui permet d'exposer ces contrats interface et sur lequel, finalement, à chaque fois qu'ils ont des développements à faire, ils peuvent venir en autonomie consommer ces schémas et puis les comprendre. Avec évidemment le registry Kafka pour la désérialisation et Kafka UI pour pouvoir visualiser ces messages. Donc A5 API, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme OpenAPI, c'est facile à comprendre. C'est du YAML, ça s'écrit pareil, c'est exactement la même structure qu'OpenAPI, les mêmes schémas, la même description. Donc extrêmement facile à présenter. Bon, visuellement, ça se présente un tout petit peu différent, mais finalement, tout le monde s'y retrouve. Au lieu d'avoir des routes, des passes, j'ai des subscribers et des publishers. C'est bon pour du WebSocket, du Kafka, du SQS, du MQTT, de tout ce que vous voulez. Donc finalement, ça c'est, je trouve, un bon retour d'expérience et ça permet, c'est là que je le marquais, de gérer ces 110 partenaires assez facilement avec le versionning associé. Et pour finir, en fait en 20 minutes ça se fait, tranquille. Passage en iceberg, donc là on est passé sur ce format pour améliorer toujours la recherche de performance chez nous et améliorer la résilience et la robustesse, donc améliorer cette partie time series et le retour en arrière. Donc là ça nous permet vraiment de simplifier en fait l'architecture de départ, ça, ce qui est quand même pas anodin. Passage en cube, ce qu'on ne faisait pas avant, pour la simple et bonne raison que Cube lui-même n'était pas suffisamment performant pour gérer le trafic entrant et l'aspect scaling. Donc là, maintenant, depuis les nouvelles versions, ça permet d'être enfin stable et enfin assez performant pour nous. Donc on commence à s'y mettre. Donc là, plutôt à des fins de coût que des fins de scalabilité en vrai, mais c'est pas très grave. Et puis, ça nous permettra de, ce qu'on a commencé à faire sur les fronts, mais ce qu'on fait un peu moins sur les backs, c'est de mettre en prod de manière un peu plus souple, par contre. Avec Cube, bon, ça vous connaissez, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus.
Mais en tout cas, c'est de continuer avec une dimension qu'on a vraiment accentuée au PMU ces 2 dernières années. Donc c'est de mettre, alors c'était le sujet peut-être du jour, mais j'avais décidé de ne pas parler d'IA, mais j'en fais un tout petit peu ici. En l'occurrence, c'est de rajouter de l'IA prédictive ou du moins de l'aspect IA générative pour améliorer quand même la qualité de données. Parce que le back-office manuel, c'est sympa, mais c'est quand même beaucoup de personnes qui doivent surveiller de la donnée avec la détection automatique d'anomalies. Mais euh, si on peut corriger ces anomalies elles-mêmes automatiquement, tout le monde va gagner du temps. Donc là, c'est aussi pour améliorer et simplifier les processus métiers que d'apporter cette couche de détection et de correction automatique de la donnée de manière un peu plus intelligente. Je suis pile. Je suis pile. Est-ce que vous n'avez pas quelques questions du coup, mais s'il y a des questions, on peut en discuter à la sortie, sans problème. Et donc si vous avez également des feedbacks sur cette présentation légère, n'hésitez pas.